Hello la team, aujourd'hui on parle de Johann Chapoutot, Les Irresponsables qui a porté Hitler au pouvoir. Alors l'idée de ce bouquin, c'est que c'est Johann Chapoutot, un des plus grands historiens du nazisme qu'on ait en France en tout cas. Pas le seul, mais un des plus connus en tout cas. Donc spécifiquement sur la République de Weimar. On va préciser un peu dans quelques temps qu'est-ce que c'est que quoi. Et voilà. Ce que je vous propose, comme d'hab, on se lit la 4ème de couverture, et puis après on attaque tout de suite par le prologue et l'introduction. Alors, 4ème de couverture, qu'est-ce que ça nous dit ? Un consortium libéral autoritaire tissé de solidarité d'affaires, de partis conservateurs, nationalistes et libéraux, de médias réactionnaires et d'élites traditionnelles perd tout soutien populaire au fil des élections. Il passe de presque 50% à moins de 10% des voix et se demande comment garder le pouvoir sans majorité, sans parlement, voire sans démocratie. Cet extrême centre se pense destiné à gouverner par nature. Sa politique est la meilleure et portera bientôt ses fruits. Quand les forces de répression avertissent qu'elles ne pourront faire face à un soulèvement généralisé, le pouvoir, qui ne repose sur aucune base électorale, décide de faire alliance avec l'extrême droite, avec laquelle il partage au fond à peu près tout, et de l'installer au sommet. Cette histoire se déroule en Allemagne entre mars 1930 et janvier 1933. Elle repose sur une lecture des archives politiques, des journaux intimes, correspondances, discours, articles de presse et mémoires des acteurs et témoins majeurs. Elle révèle non pas la progression irrésistible de la marée brune, mais une stratégie pour capter son énergie au profit d'un libéralisme autoritaire, imbu de lui-même, dilettante et in fine parfaitement irresponsable. Johann Chapoutot est professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne, spécialiste de l'Allemagne et de la modernité occidentale. Il est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages traduits en 15 langues, dont aux éditions Gallimard, La loi du sang, Penser et agir en Asie, La révolution culturelle nazie et Libre d'obéir. Donc voilà, grosso modo, ça donne le ton. On peut pas s'empêcher de faire des parallèles quand on lit ça avec la situation actuelle française, parce que effectivement ça a été écrit en 2025, hein. Donc ça se veut pas comme oh là là, quel pur hasard du calendrier, et c'est même complètement assumé parce qu'on en reparlera dans l'épilogue, mais en particulier dans l'épilogue, il revient sur cette question de dire ok, pourquoi on raconte ça maintenant ? Pourquoi c'est pertinent d'en parler maintenant et pourquoi c'est légitime de faire certains parallèles, alors pas tous, et de ne pas en tirer des conclusions hâtives non plus, mais de réfléchir à qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire tout ça et pourquoi les choses sont relativement similaires dans leur déroulé à certains points. Le bouquin il commence par 3 citations, donc 2 de Joseph Goebbels et une de Johann Ludwig Graf Spreng von Krosigk, qui est ministre des Finances du Reich. Alors, première citation, Dr Joseph Goebbels, le 22 juillet 1932. Nous sommes nombreux à avoir peur que ce gouvernement en fasse tant qu'il ne nous reste plus rien à faire. Dr Joseph Goebbels, le 28 août 1932. Papen a parlé à la radio, un discours qui vient de nos propres idées, de A à Z. Et enfin, la citation de Johann Ludwig Graf Spreng von Krosigk, ministre des Finances du Reich, le 29 novembre 1932. Papen me pria de bien vouloir exposer à nouveau ma vision des choses. Je répétais donc que l'on devait laisser à droite la porte ouverte aux nazis. Et donc tout le propos de ce bouquin, ça va être effectivement de voir comment un gouvernement qui se prétend centriste, on est au-dessus des clivages politiques, etc., va très clairement aller vers une extrême droite, vers des idées d'extrême droite, et tout ça dans un but de se garder au pouvoir, en fait, contre les élections qui vont être perdues les unes après les autres. Donc aujourd'hui, on va traiter du prologue et de l'introduction. Tout le long du bouquin, on va parler de l'Allemagne de 1930 à 1933, mais en réalité, le prologue et l'introduction parlent de maintenant. Le prologue, il discute des élections qui ont eu lieu en Thuringe en 2019. Ce qui se passe, c'est qu'en Allemagne, il y a des Länder, donc il y a des gouvernements par région, et chacun de ces gouvernements a un pouvoir propre, quoi. Il y a un gouvernement allemand, et il y a par Länder des gouvernements et des choses comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe en 2019 ? Il se passe qu'en Thuringe, pour la première fois, l'ensemble des... En fait, pour la première fois depuis 2014, donc depuis 2014, on se retrouve avec des coalitions de gauche qui sont au pouvoir. Alors les coalitions de gauche sont Die Linke, le PSD et les écolos. En sachant que les écolos, ça y a pas trop à tordre pour voir que c'est la contrepartie de nos écolos français. Donc le PSD c'est le Parti Socialiste Allemand et Die Linke c'est une gauche très proche dans les mouvances de LFI. Donc évidemment depuis 2014 ces gens-là sont au pouvoir en Thuringe
Et ça fait hurler les commentateurs de droite en appelant à l'alliance contre nature, un peu tout ce qu'on a eu en France avec le NFP notamment. Et donc, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en 2019, suite aux élections, on se retrouve avec une coalition de partis de droite qui pourrait prétendre à une majorité absolue, puisqu'on se retrouve avec le CDU, donc qui est le parti de droite chrétien allemand qui en additionnant les scores, alors si on retrouve exactement blablabla, les calculs sont vite faits. 21,7% de CDU, 5% de FDP. FDP, c'est le parti libéral. Et 23,4% d'AfD, ça fait 50,1%. Et l'AfD, c'est Alternative für Deutschland, qui est un parti d'extrême droite néo-nazi, qui a été pris dans beaucoup de j'ai envie de dire de controverses, mais en fait je me rends compte que je parle comme un journaliste, qui a juste eu tellement d'appels du pied nazi que c'est difficile de pas juste considérer ça comme un parti néo-nazi. Notamment, ils ont fait des tracts où on voit un homme et une femme qui font un geste du bras pour faire semblant de faire un toit au-dessus de la tête de leurs enfants. Mais en réalité, quand on le regarde, ça ressemble beaucoup quand même à un salut nazi. AfD, donc Alternative für Deutschland, c'est aussi les initiales de Alles für Deutschland, qui est la devise des SA, qui est donc une milice politique du NSDAP, donc du parti nazi. Et donc, c'est vraiment l'extrême droite, il n'y a pas de débat déjà, c'est l'extrême droite, mais en plus de ça, clairement, on est sur une mouvance néo-nazie, quoi. Et au final, on se retrouve avec une personne qui s'appelle Thomas Kemmerich, qui se fait élire le 5 février 2020, du coup, et qui se fait élire avec les voix de l'extrême droite. Donc on se retrouve avec un président qui est élu avec les voix d'extrême droite, donc c'est la fin du cordon sanitaire. Et qu'est-ce que ça vient faire dans tout ça ? En fait, ça vient particulièrement faire écho avec le bouquin, parce qu'en fait, l'histoire, c'est comment les nazis sont arrivés au pouvoir, c'est déjà par une alliance de toute la droite pour empêcher la gauche d'arriver au pouvoir. Et là-dessus, que nous raconte Yohann Chapoutot, c'est qu'il nous parle donc du 7 décembre 2019, où il dit: le samedi 7 décembre 2019, l'ancien chef du gouvernement Franz von Papen, retiré de toute vie publique depuis 1945, se présente avec un groupe de jeunes militants politiques de gauche devant le siège du Parti chrétien-démocrate allemand, CDU, à Berlin, pour parler à la droite et la mettre en garde alors que la tentation est forte de faire alliance avec l'extrême droite. L'ex-chancelier qui, en janvier 1933, a convaincu le président du Reich, Paul von Hindenburg, d'appeler Hitler au pouvoir, souhaite rappeler les leçons de l'histoire. Ce qui s'est passé en 1933, c'est que Franz von Papen, qui était anciennement un chancelier, mais bon, il y a eu beaucoup de gouvernements qui sont succédés en très peu de temps, si ça vous rappelle quelque chose, il dit à Hindenburg: non mais tu sais quoi, on va nommer les nazis, on va mettre Hitler chancelier, moi je serai vice-chancelier, il y aura un autre nazi, on lui donnera pas de portefeuille, et le dernier truc c'est qu'on met un troisième nazi dans le lot, et comme la seule chose qui éclate c'est le ministère de l'Intérieur, on va leur donner le ministère de l'Intérieur. Mais pour tout le reste, on garde des gens sérieux de droite, qui seront à l'industrie, qui seront à l'économie, qui seront assis à ça. Et puis, de toute façon, les nazis sont des incapables, on va les ridiculiser. Et il a même une citation par rapport à Hitler, lui ce qu'il dit c'est je vais tellement l'acculer dans un coin de la pièce qu'il va couiner. L'air de dire que Hitler c'est tellement un incapable que de toute façon ils vont lui apprendre la politique parce que eux sont des gens qui s'y connaissent et ont le pouvoir légitime sur le gouvernement, quoi, grosso modo. Les fameux partis de gouvernement comme on entend en France par exemple. Toujours est-il qu'on en revient à ce moment présent où en 2019 von Papen se retrouve devant le CDU et explique on a déjà fait le truc de l'alliance avec l'extrême droite, c'est pas un truc qui marche fort quoi, c'est genre on a vu ce que ça a donné et en fait faut pas faire ça quoi. À l'écoute de ça, on se retrouve avec Thomas Kemmerich qui au final, élu le 5 février, décide de démissionner le 8 février. Donc globalement il fait pas long feu, il reconnaît, il dit ok il y a un truc qui va pas, on va pas faire ça, et il démissionne. Ce qui est une bonne nouvelle, d'une part, parce que on se retrouve avec un parti libéral qui se dit que peut-être refaire l'alliance avec des néo-nazis, c'est pas le bon plan, les leçons de l'histoire, tout ça. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est qu'en fait, à la fin de cette conclusion, et les gens les plus attentifs auront remarqué que les calculs sont pas bons, Franz von Papen, en fait, il est mort depuis un petit bout de temps. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il nous dit le 7 décembre 2019,
l'ancien chef du gouvernement se retrouve dans le CDU, ce qui s'est passé, c'est que c'est des militants de gauche qui sont allés récupérer sa pierre tombale et la foutre devant le CDU pour faire une action, pour dire mais en fait vous êtes des malades de prévoir un truc où vous faites une coalition de toutes les droites, quoi. Qui, à mon sens, une mauvaise nouvelle entre guillemets, parce que d'un côté on pourrait se dire bon bah voilà, la droite fait des dingueries, mais la droite rappelle à la droite que peut-être c'est pas le bon moment de se ranger aux côtés des nazis et tout. Mais là c'est pire en fait, il faut que ce soit la gauche qui aille rappeler l'histoire aux gens de droite en leur disant mais en fait vous l'avez déjà fait celui-là. Hein. On a déjà eu une guerre mondiale, on a déjà eu un génocide, on a déjà eu tout plein de trucs, donc peut-être qu'on se dit que pas nécessaire de le refaire. Face à ça, les libéraux finissent par écouter, mais en réalité, il y a un effet de ok, on a renoncé cette fois-ci, qu'est-ce qui se passera la fois suivante? Je sais pas en fait. On n'est pas à l'abri que ça devienne un truc plus ou moins normalisé d'avoir cette espèce d'alliance des droites et des extrêmes droites en particulier, quoi. Donc tout ça, c'est un peu le sujet du prologue où on fait tout le parallèle entre ce qui se passe en Allemagne avec l'AfD qui monte en particulier en Thuringe, hein, mais bon, bah, si vous suivez un tout petit peu plus que moi l'actualité des élections internationales, etc., ce qui est pas très compliqué parce que je vous l'avoue, je suis pas très régulier sur ce sujet. Et voilà, vous saurez que c'est pas que le problème de la Thuringe, c'est pas que le problème des Länder et même à l'échelle du pays, il y a des soucis à se faire, quoi. Et ça, c'est le sujet du prologue. Vient ensuite l'introduction, où dans l'introduction, il nous rappelle un petit peu qu'est-ce que c'est le sujet du bouquin en fait, puisque le sujet du bouquin c'est la République de Weimar. La République de Weimar, c'est le régime qui a lieu avant le Troisième Reich. Donc c'est une république qui a le nom de la ville de Weimar, qui est l'endroit où a eu lieu l'Assemblée constituante pour cette république. Weimar notamment, c'est un symbole de culture, de littérature, de philosophie allemande, parce qu'il y a eu un grand nombre de penseurs, penseuses, artistes, etc., qui ont vécu, qui ont travaillé, etc. C'est un peu un symbole de la culture allemande qui fait contre-pied avec le moment où c'est fait en fait, parce que le moment où cette constitution elle se tient, c'est au sortir de la guerre de 14-18. Et donc il y a tout un sujet au sortir de la guerre de 14-18 qui est de dire en fait quand on pousse les gens à la guerre, il y a une militarisation des gens déjà matériellement, c'est-à-dire que on leur fournit des armes et c'est pas toujours évident de s'assurer qu'il n'y ait plus une seule arme dans le pays une fois qu'on a fait ça. Et puis deuxièmement, c'est psychologiquement entre guillemets. Déjà il y a des gens qui reviennent de la guerre donc qui ont vécu des traumatismes, qui ont vécu des trucs assez violents, mais en plus de ça, on a incité pendant un certain temps un discours de guerre pour inciter les gens à faire la guerre, donc à tuer des gens. Et on se retrouve avec une société qui est relativement violente physiquement en tout cas, quoi. Et donc ça, c'est un peu le contre-pied de ça, quoi. La République de Weimar, la ville de Weimar et ses intellectuels, c'est un peu le contre-pied de ce truc-là de en fait on a poussé les gens dans un truc meurtrier, hein, la guerre. Et maintenant, on essaye de revenir à des trucs plus intellectuels. À savoir que déjà, dès à ce moment-là, l'extrême droite déteste Weimar. C'est-à-dire qu'elle associe Weimar au système, au bolchevisme culturel. Donc c'est des choses qu'on peut retrouver maintenant aussi, hein. Le truc de le vote anti-système du RN, on en a mangé des tonnes et des tonnes avant que on commence à se dire que peut-être le vote anti-système, il n'y a pas que ça qui motive, hein. Il y a un fond de racisme, il y a un fond de sexisme, il y a un fond de plein de choses, et c'est pas toujours aussi évident de se dire oh là là, les pauvres petits électeurs du RN, ils se font tromper. Il n'y a pas que ça. Il y a de ça, mais il n'y a pas que ça. Puis un anti-intellectualisme profond qu'on a encore ici, en fait, en France, avec les partis d'extrême droite, hein, et ça ne se limite pas au Front National. Il y a vraiment ce rapport à la science, en particulier aux sciences sociales, à la culture, et à toutes ces choses qui veulent s'ouvrir un peu sur le monde et les autres, qui sont effectivement opposées à une vision d'extrême droite où l'enjeu, c'est vraiment le renfermement et le racisme et tout ça, quoi. Et ce qu'il nous dit, et ça c'est parfaitement un exemple qui va vous permettre de comprendre à quel point mon travail ici est utile, c'est qu'il nous dit des choses et il les dit pas toujours clairement. La fin de la République de Weimar est un événement monstre en même temps qu'un événement monde, qui a du reste tendance à tout écraser, notamment l'interprétation générale de l'histoire allemande et sa chronologie sur le long terme.
Weimar, et plus encore, les circonstances dramatiques de sa fin, semblent être le vortex qui aspire tout, un terminus ad quem qui dicte toute lecture et toute herméneutique de l'histoire d'un pays, réduite à n'être que le prologue du nazisme. Pour comprendre son échec, on a théorisé un chemin particulier qui, de Bismarck à Hitler, ne pouvait que mener vers un pays peu porté au libéralisme et à l'universalisme, vers la pire des dictatures. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Parce que effectivement, Chapoutot, c'est un intellectuel, c'est un chercheur, et il utilise des termes très précis, et on sent qu'il a une éducation et un niveau de langage très élevé. On parle de une date de fin, grosso modo. Le terminus ad quem, c'est la fin de la République de Weimar. Et l'herméneutique, qu'est-ce que c'est? C'est l'analyse des textes. Et donc, qu'est-ce que ça dit concrètement, ce bout de texte? C'est que ça dit qu'en fait, la République de Weimar, on ne la conçoit plus que comme l'avènement du nazisme. Donc, on ne regarde plus que la manière dont elle se finit, mais pas comment elle a commencé, comment elle s'est déroulée. Et donc, il y a vraiment ce truc qui est de l'ordre de... Comme il le dit, en fait, c'est un événement qui a tendance à tout écraser, en fait. L'arrivée au pouvoir d'Hitler, la Seconde Guerre mondiale, etc. On ne peut pas considérer la période de la République de Weimar comme autre chose que a posteriori, bien souvent. L'idée, c'est de dire qu'en fait, la République de Weimar, il faut aussi la concevoir et comprendre comment elle a fonctionné, et pas que la regarder a posteriori, la regarder au moment où elle a lieu, entre guillemets. Pour ça, par exemple, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il nous donne la liste, il nous parle des différents partis qui sont présents, des différents partis majeurs, en fait, de l'Allemagne à cette époque. Et notamment, à l'époque, on a le NSDAP, donc le parti nazi, Nationalistische Deutsche Arbeitspartei, qui est donc le parti nationaliste des travailleurs allemands, le DNVP, Deutsche National Volksparty, le parti nationaliste du peuple, parti du peuple, donc qui est pareil, un parti d'extrême droite, le Zentrum, qui est un parti centriste, qui se définit comme le centre, le SPD, qui est le parti socialiste allemand, et le KPD, qui est le parti communiste allemand. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque, les nazis, c'est pas les nazis comme quand on entend les nazis maintenant. Les nazis, c'est juste une saveur de l'extrême droite de l'époque. C'est-à-dire que c'est des partenaires acceptables au même titre que le DNVP, qui sont acceptables et acceptés par le DNVP notamment, puisque c'est des gens d'extrême droite, mais aussi par le Centrum, donc le parti centriste. Et puis, même du côté de la gauche, c'est-à-dire qu'à partir de 1930, on a de plus en plus des gens et des discours au SPD qui vont soutenir l'idée de dire donnons le pouvoir aux nazis, vous allez voir, ils vont se décrédibiliser, ils sont complètement incapables de diriger le pays. Et donc, une fois qu'il a remis ce contexte-là, lui, ce qu'il nous dit, c'est qu'il parle de comment lui s'est intéressé au sujet, c'est-à-dire que lui, il se rappelle il dit « Ah oui, moi je me rappelle quand j'étais en 3e, j'étais super impressionné par cette histoire. Et dans les années 90, les manuels scolaires racontent et parlent vraiment de la fragilité de la République. Et notamment, c'est ce dont parle en fait Winston Churchill quand il y a cette citation qu'on entend souvent. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je la comprends dans le bouquin. Selon la si pertinente boutade de Winston Churchill, comme le pire des régimes à l'exception de tous les autres, le pire non seulement en raison de la patience et du temps que demande l'élection, le vote, la concertation, la coalition, mais aussi parce qu'il est prodigieusement fragile. Donc il y a vraiment cette idée de dire la République, c'est fragile. La République, c'est un truc qui s'entretient. La République, c'est pas très bien, on a une démocratie, ça marche très bien, vous allez voir, il n'y a pas de dérive. Comme on peut le voir maintenant. Ce qu'il nous dit, c'est qu'en plus de ça, la manière dont c'était traité à l'époque, elle était très claire. C'est-à-dire que lui, il dit la séquence 1933-34 revêtait partout une importance majeure. Elle était ce traumatisme originel qui avait vu la gauche la plus ancienne, la plus puissante et la mieux structurée du monde, la plus prestigieuse aussi car elle était celle des théoriciens et des pères fondateurs, Marx, Engels, Bebel, Bernstein, celle des étoiles filantes et des génies, Rosa Luxembourg, celle des conquêtes sociales de 1918, la journée de 8 heures, les accords d'entreprise, la représentativité syndicale, le suffrage réellement universel avec le vote des femmes.
balayé en quelques semaines par la violence méthodique du mouvement nazi, qui savait frapper au ventre et à la tête, conjuguer le déchaînement rabique de ses nervis, la piétaille de la SA assoiffée de coco et de socialos et de juifs, avec une planification acribique, studieuse et maîtrisée de ses juristes qui, de décret en décret-loi, déconstruisait scrupuleusement tout l'édifice de l'état de droit. Voilà, lui il raconte comment ce truc-là, ça a choqué vraiment tout le monde à l'époque, mais comment cette histoire, en fait, elle a été un peu dévoyée petit à petit, parce que à l'époque, il y avait vraiment un discours, il y avait vraiment, notamment dans les manuels scolaires en France, quelque chose qui expliquait en disant, bon bah voilà, les nazis ils arrivent au pouvoir parce qu'ils sont financés par l'oligarchie allemande, que face au communisme, l'oligarchie préfère se dire ah bah faut faire quelque chose et pour ça vaut mieux donner le pouvoir aux nazis, que à ce moment-là, le parti qui est au pouvoir, le Centrum, perd de plus en plus d'élections et refuse de lâcher le pouvoir à la gauche, qui est montante, et donc pour en dernière chance, se dit on va faire une alliance avec les nazis, qui sont justement dans une phase descendante en plus, pour dire bon bah voilà, nous on a le savoir-faire, on s'y connaît en politique, on va les tenir en laisse, ça va très bien se passer, et fait est que ça se passe pas très bien. Ce qu'il nous raconte, c'est que après la chute du mur de Berlin, en fait il y a aussi un truc, c'est que on se retrouve avec un libéralisme triomphant, la fin de l'histoire, la mondialisation heureuse, toute cette idée que bah, c'est fini, le monde occidental a gagné, tout est incroyable, il n'y aura plus ni guerre ni révolution, parce que en fait tout est merveilleux et on a vaincu le mal absolu qui est le nazisme et le mal absolu secondaire qui est le communisme. Mais que vaguement équivalent, parce que vous savez, les extrêmes, quoi. Et donc tout ce truc libéral-là se retrouve dans une réécriture progressive des programmes scolaires, où petit à petit, on passe de cette analyse qui est très proche de la vérité, qui est de dire, bah en fait, on a un capitalisme qui a choisi Hitler plutôt que le Front Populaire, hein, entre guillemets, parce que, bon, c'est pas le Front Populaire en Allemagne, hein, vous vous doutez, mais qui a choisi Hitler parce que ça permettait d'éviter que la gauche et notamment les communistes prennent le pouvoir. Et on a remplacé ça par un discours sur oui, il y a la crise, et la crise, elle fait beaucoup de chômage, et donc Hitler profite du chômage, et donc il prend le pouvoir. Voilà, ça se résume à ça. Il y a vraiment ce genre de phrases dans des manuels scolaires, quoi. Et puis tout un discours qui s'alimente sur oui, le nazisme, c'est la réponse au communisme parce que les extrêmes se répondent, et que en fait les extrêmes c'est mal, et donc il faut éviter ça à tout prix. Et donc on est passé d'une vraie analyse de ce qui s'est passé à quelque chose qui pousse petit à petit vers le contresens, au point où même maintenant on entend des dingueries à la télé, à la radio, où des gens vont expliquer que ah bah oui, mais Hitler il a quand même été élu au pouvoir. Absolument pas, il a jamais été élu. Oui, mais bon, les nazis sont arrivés démocratiquement au pouvoir. Absolument pas, ils ont jamais été élus démocratiquement au pouvoir non plus. Et en fait, tout ça, ça participe d'une déconstruction méthodique pour, en fait, pour effacer cette notion de l'histoire qui est le libéralisme et le capitalisme qui s'allient pour dire non, mais nous on lâche pas le pouvoir, quitte à foutre des nazis à la tête du gouvernement. Parce que en fait, comme les libéraux ont gagné, faudrait pas que ça ait une mauvaise allure, quoi, de dire qu'en fait c'est la faute du libéralisme aussi. Donc on se retrouve avec tout ce truc qui est vraiment d'appauvrir les livres d'histoire, et que maintenant on se retrouve avec des contre-vérités, des choses, des analyses qui sont vraiment claquées au sol, quoi. Un manuel de 3e assez courant subsume ainsi la République de Weimar sous une problématique peu pertinente en l'espèce, dans la formulation « Comment la crise favorise-t-elle les expériences totalitaires et fragilise-t-elle les démocraties ?» Édicté par le programme et par ses mantras, les totalitarismes, ce concept abandonné depuis longtemps par les historiens du nazisme et du stalinisme, est peu heuristique s'il s'agit de parler de l'Italie et de l'Allemagne. Cette question rend indéchiffrable un chapitre qui parle aussi de la France, mais également de la Russie URSS. Qu'aurais-je pu comprendre à tout cela si j'avais dû aborder cette histoire avec de tels programmes ? Mystère. La double page consacrée à la montée du nazisme est à l'avenant,
L'étiologie simple et martelée, la crise économique entraîne une très forte augmentation du chômage et en Allemagne, Hitler profite des difficultés. Cette phrase lapidaire qui se poursuit comme de juste en précisant que les nazis parviennent légalement au pouvoir est complétée par un graphique que l'on trouve désormais partout et qui met en corrélation les statistiques du chômage et les résultats électoraux du NSDAP. Donc il y a vraiment ce truc de on va produire un discours qui est partiellement faux, hein, même dans les livres d'éducation scolaire, pour justifier que c'est pas tant que ça la faute des libéraux, le problème c'est le chômage quoi, qui est ultra problématique évidemment. Et donc il finit son introduction en disant bon bah voilà, moi j'écris mon bouquin parce qu'en fait ça me semble important de rouvrir le sujet sur comment la démocratie de Weimar est morte. Comment une oligarchie, comment les fossoyeurs de la République, comment les irresponsables ont assassiné la démocratie. Et donc, toute sa thèse, c'est de dire, les libéraux autoritaires, convaincus de leur légitimité, et ce malgré des pertes électorales, ont décidé qu'il y avait une nécessité de leur politique de réforme. Et réforme, il le met bien entre guillemets en disant qu'à l'époque, c'est déjà un truc qui est très mis en avant, en mode il faut faire des réformes, on a besoin de réformer ci, réformer ça. Ce qu'on entend aussi avec des discours macronistes, etc. Parce que globalement, c'est toujours le même truc avec les libéraux. Et qui décide que finalement, plutôt que d'être complètement désavoué et perdre complètement le pouvoir, l'enjeu c'est de mettre Hitler au pouvoir tout en se disant oui, mais on va être capable de le contrôler, quoi. Et donc c'est là-dessus que se termine le prologue et l'introduction. Et à partir de là, le reste du livre va parler effectivement de comment ça se passe concrètement dans ces années-là, de 30 à 33.